Salam alaikum, bonjour. On va voir aujourd'hui la dernière partie théorique de l'obésité commune chez l'enfant et l'adolescent. C'est la prévention. Vous avez dû remarquer sur les vidéos précédentes que la prévention est très importante, surtout en bas âge, parce que la prise en charge est difficile, il y a beaucoup d'échecs thérapeutiques. Donc l'OMS a élaboré une stratégie mondiale pour l'alimentation et l'exercice physique à la demande de ses États membres approuvés par l'Assemblée mondiale de la santé en 2014. Cette commission contient des spécialistes et a mis 6 recommandations au gouvernement le 25 janvier 2016, ayant pour but de modifier le comportement de la famille et de l'enfant vis-à-vis de l'alimentation et de l'activité physique. Ces 6 recommandations sont la consommation d'aliments sains, promotion de l'activité physique, soins pendant la période préconceptionnelle et la grossesse, alimentation et activité physique du jeune enfant, santé, nutrition et activité physique de l'enfant d'âge scolaire et gestion. Voilà le fascicule, vous pouvez le télécharger sur leur site OMS. Voyons maintenant, étape par étape, ces 6 recommandations. Comment favoriser la consommation d'aliments sains? Au niveau scolaire, faire des sorties, des excursions, redécouvrir le fruit et les légumes dans la ferme, les pépinières, faire goûter l'enfant ces aliments, le faire participer à planter un arbre fruitier. Dans les cantines, mettre un menu équilibré et l'afficher à l'entrée de l'école pour que les parents aient conscience et connaissance de ce que l'enfant mange pour équilibrer le repas du soir. Pendant les récréations, il ne faut pas donner de collation, juste une bouteille d'eau plate et laisser l'enfant jouer, courir, bouger. Dans le programme scolaire, il faut introduire l'éducation nutritionnelle avec éducation de la valeur nutritionnelle de chaque aliment et comment choisir entre un aliment sain et un aliment néfaste. Je vous ai rapporté une étude qui a été faite sur la consommation d'eau potable dans les écoles allemandes. L'étude a été faite sur 2950 élèves de 2e et 3e classe de 32 écoles élémentaires dans des quartiers socialement défavorisés de 2 villes allemandes qui ont participé à un essai d'intervention contrôlée randomisée. Dans les écoles d'intervention au nombre de 17, des fontaines d'eau plate ont été installées. Chaque enfant a reçu une bouteille d'eau et les enseignants ont effectué des leçons en classe pour promouvoir la consommation d'eau. Les écoles de contrôle au nombre de 15 n'ont reçu aucune intervention. Les poids et les tailles ont été mesurés pour évaluer l'incidence et la rémission du surpoids et de l'obésité pendant le suivi. Le débit d'eau des fontaines a été mesuré régulièrement pendant le suivi. La consommation de boissons pour enfants a été autodéclarée dans les questionnaires de rappel de 24 heures avant et après l'intervention. Les résultats: après l'intervention, l'incidence de surpoids a été significativement plus faible dans le groupe d'intervention, 3,8%, que dans le groupe témoin, 6%. La rémission du surpoids et de l'obésité n'a pas varié entre les deux groupes. Le débit d'eau mesuré des fontaines a indiqué une utilisation prolongée. En conclusion, une simple intervention alimentaire axée exclusivement sur la promotion d'eau potable a réduit efficacement l'incidence du surpoids chez les écoliers. Alors, pour favoriser la consommation d'aliments sains à domicile, encourager la consommation d'eau plate à volonté, faire participer l'enfant à la cuisine, au marché de légumes pour qu'il sache ce qu'il mange et qu'il participe à des préparations simples de plats simples ou bien d'éplucher sans fruits. Les aliments trop gras, trop sucrés, trop salés, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente sur la prise en charge, il n'y a pas un aliment contre-indiqué.
tous les aliments sont autorisés, mais avec des conditions. Alors, pour ces aliments trop gras, trop sucrés, trop salés, c'est occasionnel. L'enfant peut les consommer pendant les anniversaires, les rites, les fêtes de mariage, etc. La ration de l'enfant, c'est une demi-part de l'adulte. Il ne faut pas forcer l'enfant à terminer son assiette. Quand il n'a pas faim, eh ben, il n'a plus faim. Une astuce aussi pour l'argent de poche, encourager à avoir un tirelire et mettre l'argent de poche dans le tirelire et acheter quelque chose d'intéressant à la fin. Je l'ai fait pour une de mes patientes, mais c'était pas dans le cadre de la prévention, mais de la prise en charge. Elle avait beaucoup d'argent de poche et elle achetait des sucreries. Et quand elle a commencé à mettre l'argent de côté, elle a réussi à la fin du mois à acheter quelque chose de bien, une ballerine, et elle était très heureuse. Euh, pour les enfants qui n'aiment pas manger les fruits et légumes, vous pouvez mettre ces ingrédients dans une assiette appétissante sans forçage. Et pour les enfants qui n'aiment pas, par exemple, un légume, disons les carottes, il faut le faire goûter 10 fois cet aliment pour dire que c'est bon, il n'aime pas ce légume. Il ne faut pas le forcer et il faut choisir la préparation que lui aime. Par exemple, s'il aime les carottes cuites, il faut les donner cuites. S'il aime les carottes crues, il faut les donner crues. Il ne faut pas forcer à manger autrement. Il faut juste trouver la bonne recette pour lui donner cet aliment pour le consommer. Il faut manger à sa faim avec un menu équilibré, ne pas sauter les repas. Le petit déjeuner est obligatoire. La durée minimale d'un repas, c'est 20 minutes pour laisser le corps le temps pour sécréter la lépitine. Bien mastiquer. Pour le grignotage, vous pouvez revoir la vidéo sur la prise en charge, comment lutter contre le grignotage. Il faut consommer 5 légumes et fruits par jour et l'eau plate à volonté. Faire introduire cette pyramide nutritionnelle dans les programmes nutritionnels à l'école, faire des affiches dans les établissements et expliquer cette pyramide. En bas, on a l'eau plate à volonté, à consommer au minimum 1,5 litre par jour. Puis on a les féculents, c'est des pâtes, pommes de terre, toutes sortes de pains. Il faut être présent dans chaque repas. Euh, pour les légumes et les fruits, c'est 5 parts par jour. Une part, c'est par exemple si vous avez une salade qui est composée de plusieurs légumes, c'est une seule part. On ne va pas compter le nombre de légumes qu'il y a dans la salade ou bien dans la soupe. Si on prépare une soupe, c'est une part, plus la salade, c'est une part, et un fruit, c'est 3 parts. Donc, compléter le repas suivant par 2 autres parts. Pour le lait et les produits laitiers, c'est minimum 2 fois par jour et maximum 4 fois par jour. Pour les protéines, poisson, viande, œufs, c'est 1 fois par jour. Si vous cuisinez des œufs, par exemple, au déjeuner, le soir, ne mettez ni poisson, ni viande, ni œufs. Et le contraire est vrai. Si vous cuisinez le soir de la viande, et ben, au déjeuner, vous ne mettez pas ni viande, ni œufs, ni poisson. Pour les produits gras et sucre, il faut réduire la consommation, la limiter au maximum. L'OMS a mis un objectif pour réduire la consommation de sucre surajouté à 5 morceaux par jour, parce que c'est le sucre qui est à la source des maladies métaboliques et sa réduction est indispensable. Je vous ai mis ici des exemples sur le sucre surajouté dans les produits alimentaires commercialisés. Par exemple, pour le menu de fast-food, disons
Et McDo, il y a 16 morceaux de sucre. Chaque morceau, il y a 5 grammes. Donc, 5 grammes fois 16, c'est énorme. Dans les smoothies, 8 morceaux. Dans les sodas, 8. Les biscuits, les gâteaux, 4 morceaux. La Nutella, 4. La soupe de commerce, 4. Les céréales, 3. Et tomates concentrées, 2. Donc, c'est énorme. À domicile, il faut un contrôle parental de la publicité. Il ne faut pas céder aux enfants capricieux qui veulent manger tout ce qu'ils regardent. Il ne faut pas manger devant la télé aussi. Pour le commerce et le média, c'est le rôle du gouvernement, soit limiter l'importation de ces aliments néfastes, soit mettre des taxes sur ces aliments pour réduire leur consommation. Ce qu'on voit dans le marché, c'est que les aliments sains, ils sont très chers et ne sont pas disponibles. Une personne qui n'a pas les moyens ne peut pas se permettre de les consommer. Donc, elle va vers les aliments moins chers qui sont les aliments néfastes. Donc, c'est le rôle du gouvernement pour mettre des taxes et réduire les prix sur les aliments sains ou bien les surveiller. Pour l'activité physique, les recommandations, c'est de pratiquer 2 fois par semaine une activité structurée, c'est-à-dire en salle. Et cette activité doit être choisie par l'enfant et acceptée et encourager les multiples occasions d'activités physiques en famille ou bien individuelles pour réduire la sédentarité. Dans une étude, ils ont montré que 81% des adolescents n'atteignent pas 60 minutes d'activité quotidienne recommandée. Au niveau de l'école, il faut partir à l'école à pied si l'école est proche. À la récréation, il faut bouger, mettre ses jeux sur la cour des écoles. Ça demande pas beaucoup de moyens, c'est juste de la peinture, tracer ses jeux ou bien jouer avec la corde. Dans l'éducation sportive actuellement, c'est 1 fois par semaine. C'est insuffisant. Il faut multiplier ces activités à 2 fois par semaine à l'école et encourager les sports de compétition interscolaire. Certains vont dire qu'il n'y a pas des moyens, mais regardez sur ces 2 photos, je vous ai montré ici des sports de compétition de haut niveau mondial avec une simple corde, le saut de la corde et le tir de la corde. Ça demande rien du tout. Qu'est-ce que ça coûte une corde? Vous voyez là, c'est un champion chinois. C'est un écolier qui a battu le record mondial à 108 sauts pendant 30 secondes. Donc, il faut encourager ce genre de compétition, de sport. La compétition interscolaire, c'est une très bonne motivation pour les enfants pour s'engager dans l'activité physique parce qu'il y a un prix à gagner, il y a une compétition avec les autres écoles. Donc, c'est très encourageant. Ça demande rien du tout une corde. Euh, À l'extérieur, il faut bouger aussi pendant les week-ends avec les parents, jouer à l'extérieur ou bien en salle de sport. Favoriser l'eau plate après l'activité sportive. Prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. À domicile, réduire le temps passé devant les écrans. Le cumul, c'est 2 heures par jour. Favoriser les jeux avec les jouets et non le PlayStation aux écrans. Et faire les devoirs scolaires parce que les devoirs scolaires, il y a une activité mentale, il y a une consommation d'énergie et de calories. Il y a certains parents qui se plaignent de leur enfant, ils disent que il est hyperactif, donnez-nous une solution, un médicament pour, pour qu'il dort.
il exagère, je trouve qu'il exagère. Et puis le diagnostic d'hyperactivité, c'est pas donné à tout le monde. Et il faut un spécialiste bien expert dans le diagnostic de l'hyperactivité. L'enfant, dans sa nature, il doit jouer, il doit bouger. Donc, il ne faut pas exagérer dans les diagnostics. Pour le sommeil, le sommeil est très important pour réduire les maladies cardiovasculaires et pour réduire l'obésité. Je vous ai mis les recommandations euh, internationales pour la durée du sommeil. Avec l'âge, il faut une durée suffisante. Il faut savoir que l'écran plat retarde d'1 heure le sommeil, donc l'enfant ne doit pas regarder la télé avant de dormir, parce que par exemple, si vous éteignez la télé ou bien l'Internet à 9 heures du soir et qu'il doit dormir à 9 heures du soir, il ne va pas dormir parce que les écrans, ils retardent d'1 heure. Donc, il va dans sa chambre ou bien il va rallumer la télé et encore, elle va retarder d'1 autre heure son sommeil. Il faut éteigner ces écrans 1 heure avant l'heure du sommeil ou bien dormir sur une histoire. Lire une histoire, un livre, ça favorise le sommeil immédiatement. Le sommeil doit être de bonne qualité. La sieste, elle est indiquée par exemple pour les petits-enfants, les nourrissons ou les enfants d'âge euh, préscolaire s'ils veulent le faire, mais il ne faut pas forcer à faire la sieste si la durée de sommeil nocturne était respectée. Pour les soins avant et pendant la grossesse, prévenir la macrosomie et l'hypotrophie. Avant la grossesse et pendant la grossesse, il faut normaliser, avant la grossesse, il faut normaliser le poids de la mère avant la conception, équilibre glycémique et pendant la grossesse, contrôle du poids avec des conseils diététiques et l'équilibre glycémique aussi. L'allaitement maternel, l'OMS recommande le minimum 6 mois d'allaitement maternel pour protéger l'enfant. Euh, c'est un protecteur par excellence, mais il y a euh, certains cas décrits dans la littérature. Même moi, j'ai eu pas mal de cas d'obésité sous allaitement maternel. C'est des enfants qui étaient soit diversifiés, soit non, et qui étaient tout le temps collés au sein de la mère comme une sucette, parce que c'est des mères poules. Dès que son enfant fait une grimace, elle croit qu'il a faim, elle lui colle le sein. Donc après, quand on a réduit le nombre de tétés et corrigé la bonne diversification, parce que la plupart étaient diversifiés aux farines, donc le poids s'est normalisé. La diversification doit être faite entre 4 et 5 mois. Pour l'obésité non commune, syndromique, endocrinienne, donc il faut faire un conseil génétique et dépistage des troubles endocriniens précocement. Il y a certaines sanctions qui ont été instaurées dans des pays en Europe, par exemple en France. Air France, elle a imposé de payer 2 sièges pour un obèse. Il y a une discrimination dans la société. En fait, ces sanctions et discriminations, elles aggravent l'obésité. Elles ne motivent pas les gens à perdre du poids. Voilà donc en conclusion, la prévention se base sur l'activité physique et une bonne diététique. Euh, Là, je vous ai apporté cette photo.
C'est une statue très ancienne. Euh, Elle était faite initialement à la base. C'est pour la justice. À l'époque, les riches étaient obèses et c'est eux qui gagnaient au procès contre les pauvres. Le pauvre qui est ici, euh, il est maigre, malnutri. Voilà, mais moi, quand j'ai vu cette statue, je me suis dit, si les riches partageaient leur nourriture, il y aurait moins d'obèses et moins de malnutris. Bon, voilà. Voilà les références de toute la conférence. Vous pouvez les consulter. Je vous remercie de votre attention. On a terminé avec la partie théorique. La prochaine fois, Inch'Allah, on va commencer les cas cliniques et vous allez concrétiser tout ça. Vous allez bien comprendre et on fera une prise en charge de mes patients que j'ai au cabinet. Vous allez voir comment je vais les prendre en charge dans chaque consultation. Si vous avez des cas cliniques, vous pouvez les partager, on les discutera ensemble. Abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît pour m'encourager. Si vous aimez, mettez un like, sinon dislike. Au revoir, à la prochaine, Inch'Allah.